a le plaisir de recevoir Aquilino Morel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Écrivain, ancien conseiller de François Hollande. Votre dernier ouvrage, La France au miroir de l'Amérique, est absolument passionnant aux éditions Grasset, quand les progressistes font triompher le populisme. Là, c'est véritablement... vous faites un parallèle entre les électeurs de Donald Trump, les MAGA, Make America Great Again, et les électeurs du RN. Alors, c'est pas une comparaison méprisante du tout, mais c'est une analyse de fond qui est basée sur l'histoire des deux pays pour comprendre les ressorts du vote Trump qui pourraient être, et qui sont d'ailleurs, ceux du vote RN en France. Vous dites dans les deux cas, c'est la faute de la gauche, le camp du progrès, entre guillemets, qui a délaissé l'électorat populaire et notamment la classe ouvrière. Qui les a abandonnés, qui a nié la réalité des difficultés qui sont celles de ces personnes, des difficultés de la vie quotidienne, d'emploi, de pouvoir d'achat, de logement, d'accès aux services publics, d'éducation pour leurs enfants. Et puis, au fur et à mesure, qui non seulement les a abandonnés, a nié leurs difficultés, mais a fini par les mépriser et les insulter ouvertement. Or, insulter un citoyen, et c'est non seulement immoral d'un point de vue humain, c'est non seulement absurde d'un point de vue politique, mais c'est suicidaire sur le plan électoral. Et c'est ce qu'on a vu, puisque ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelle que soit la personnalité de Donald Trump, ses atouts et ses très graves défauts, il a été élu une première fois à la surprise générale en 2016. Et il a été néanmoins, malgré un hérissement complet de toute si vous voulez, la superstructure journalistique, politique, intellectuelle, médiatique américaine, il a été réélu 8 ans plus tard. C'est dire qu'il a une force personnelle, d'une part, et qu'il incarne des tendances de fond de la société qui sont ultra puissantes. Et c'est le même phénomène que nous observons en France, depuis plus longtemps d'ailleurs, parce que la montée du FNRN date de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, Dreux, 1983, l'élection municipale où le parti surgit, jusqu'à l'ascension très forte de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, qui est l'élection capitale, et même aux législatives de 2024, le RN qui est presque aux portes de Matignon, sans y parvenir. Donc on a des mêmes ressorts, et face à une réalité humaine, politique, qui est le déclassement des classes moyennes, qui est la paupérisation des classes sociales ouvrières et populaires, on a une même attitude méprisante, trop souvent méprisante, disons, et trop souvent, si vous voulez, moralisatrice d'une large partie de la gauche qui ne fait qu'alimenter le problème. Alors, vous dites à Aquilino Morel, et je passerai ensuite la parole à Louis et Rachel, qu'il y a de vraies ressemblances. Nos deux pays sont nés d'une révolution. Ils ont l'un la déclaration des droits de l'homme, l'autre la déclaration d'indépendance. Et vous dites, malgré la brouille actuelle, parce qu'on ne peut pas dire que le courant passe très très bien entre Paris et Washington, que les deux nations, même lorsqu'elles s'interpellent ou se querellent, se répondent en écho. Un ami reste un ami. Nous restons, et les États-Unis restent nos alliés. Aquilino Morel. C'est ma conviction. Moi, je connais l'histoire, comme beaucoup de gens, de l'Europe, des États-Unis et de la France. Je connais ces liens qui sont des liens extrêmement forts, qui renvoient à ce que vous avez dit, mais également au fait que ce sont deux nations qui ont une même vision de l'universalisme, qui se veulent universelles, qui ont une forme de messianisme en elles, deux nations qui ont un même rapport très fort à la notion d'égalité. Et deux nations qui ont aujourd'hui aussi planté en elles la question de l'immigration. Et ces deux nations, oui, elles entretiennent des relations parfois tendues. Rappelez-vous Dominique de Villepin au Conseil de sécurité des Nations Unies dénonçant la sinistre mascarade des armes de dissuasion massive en Irak, mais qui ne se sont jamais réellement déchirées. Parce que trop de choses les rapprochent encore, et il reste cette amitié qui est séculaire, mais qui n'est pas qu'une formule. C'est quelque chose de fort. Les deux pays sont très différents, mais ça reste, et ils se regardent l'un l'autre en miroir, un peu parfois comme en chaîne faïence, mais quand même en miroir, et ils essayent de s'interpeller et de nourrir une relation qui, même si elle est distante parfois, reste une relation très forte. Et ce qui arrive aux États-Unis, un dialogue politique, arrive souvent quelques années après, oui, chez nous en France. ailleurs. Ouais, moi, je trouve avec Aquilino Morel, ce parallèle est assez intéressant entre les similitudes, les ressemblances entre ce qui est vécu aux États-Unis et ce qu'on a vécu, ce qu'on continue de vivre en France. Moi, la question toute simple que je voulais vous poser, est-ce que vous avez le sentiment que les Français veulent un Trump français ? Mais non, ils ne veulent pas un Trump français, et je ne vois pas pourquoi ils le souhaiteraient, puisqu'ils sont français. Donc ce qu'ils veulent, c'est un chef d'État qui corresponde à leur nation, à l'état de leur pays, à leur histoire, à leurs convictions, à leur culture. Or, Trump,
il incarne une forme de généralité si on dit, comme on l'entend très souvent ou trop souvent, que c'est un populiste. Mais le populisme a tant de facettes en fonction de tous les pays où il s'installe, où il prospère, qu'on ne peut pas ramener la solution pour un pays donné. Et quel pays ? Ce pays, c'est la France. Hein, c'est un pays qui a une histoire millénaire. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Donc on ne peut pas avoir un Trump français. On a besoin d'autre chose. On a besoin peut-être d'un président fort, d'un président qui s'attaque rapidement et fortement à un certain nombre des problèmes très graves du pays. La désindustrialisation, la paupérisation de classes entières du pays, ouvriers, agriculteurs, petits commerçants, tout ce que vous voulez. L'immigration. L'immigration, vous en parlez beaucoup. L'immigration, qui est un problème commun et majeur aux deux pays. La question de l'islam, de la laïcité, tout ce que vous voulez. Et la question du pouvoir d'achat, du progrès possible pour une famille, pour des gens qui veulent vivre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher aux États-Unis une formule qui a très bien convenu aux Américains. J'ai rappelé qu'il a été élu une première fois en 2016 à la surprise générale et que malgré l'opposition totale de tout, on va dire, tout le système américain, il a été réélu en 2024. Hein. Il n'y avait pas un journaliste, Laurence, à New York ou à Washington ou à San Francisco ou à Los Angeles pour croire à la réélection de Trump en 2024. Hein, c'est ce qui s'est passé. Absolument, absolument. Rachel Kahn, une question à Aquilino Morel. J'ai tellement de questions. Il faut en choisir une. Oui, je sais. Alors, c'est simplement par rapport à la gauche, à l'abandon de la gauche. Et la gauche, au fond, s'est abandonnée elle-même, notamment par rapport au, entre guillemets, racialisme, wokisme, post-colonialisme. Et Trump était une réponse. On a le sentiment que la gauche continue dans ce sillon-là. Et on a du mal à savoir pourquoi toujours ramener la personne à ses origines, à une forme d'assignation. Ce que vous décrivez, c'est le piège identitaire qui sous-tend tout le wokisme radicalisé, qui est de ramener systématiquement les personnes à une dimension supposée être une dimension d'oppression, la race, l'orientation sexuelle, l'ethnie, etc. Bon, très bien. Mais la chance, entre guillemets, la petite chance que nous avons en France encore aujourd'hui, c'est que ces thèmes-là, qui ont été complètement structurants aux États-Unis, qui ont marqué la vie politique, économique, sociale, le fonctionnement des entreprises, des universités, des médias, de la politique, en France, chez nous, reste encore minoritaire. Nous avons une gauche qui a beaucoup de défauts. J'en viens et je ne cesse, de la pourfendre. Oui, enfin, en tout cas, de faire un effort de lucidité. Bon, et de ne pas me plaindre, parce que je crois qu'il faut être lucide, et pas se plaindre tout le temps. Regardez les choses telles qu'elles sont. Néanmoins, s'il faut regarder aujourd'hui le poids réel de ce qu'on appelle le wokisme en France, il reste encore très circonscrit. Il y a bien sûr à l'université, dans certains organes de presse, des gens qui sont ouvertement wokistes et qui s'en réclament. Mais pas tant que ça. Et je trouve, moi, en tant que citoyen français, que dans le pays, j'allais dire d'un mot un peu prétentieux, dans les profondeurs du pays, qu'on peut voir, lorsqu'on se promène en métro, en voiture, à Paris, en province, on ne sent pas cet appel-là. On ne sent pas cette volonté. Et d'ailleurs, si la gauche française commettait la faute de verser dans le wokisme, elle finirait, pour le coup, de se marginaliser. Est-ce que c'est pas déjà le cas ? Enfin, on a quand même l'impression qu'une grande partie de la gauche a déjà basculé. Mais alors laquelle n'a pas basculé pour vous ? D'abord, il reste les électeurs, cher monsieur Rizal. C'est la chose la plus importante. Bien sûr, mais au PS, convenez avec moi qu'à la dernière présidentielle, il n'y en avait pas beaucoup pour le Parti socialiste. Des électeurs ? Oui. Bien entendu, c'est bien normal, compte tenu de la façon dont cette élection a été pensée ou pas pensée, du candidat qui a été choisi ou pas choisi, etc. etc. On ne revenons pas sur le passé. Les chiffres sont si cruels que ce n'est pas la peine d'accabler maintenant Anne Hidalgo au moment où elle va partir. Enfin, de toute façon, le 1,75% d'Anne Hidalgo, elle est bien entendu responsable. La question, c'est est-ce que la gauche est déjà inhibée du wokisme ou pas ? Tout la gauche, non. Vous avez bien sûr, à la France insoumise et chez une large partie des Verts, qui sont assez largement fongibles à la France insoumise, une tendance, une envie d'aller vers le wokisme, ou, dans le cas de Jean-Luc Mélenchon et de LFI, encore pire que le wokisme, c'est-à-dire vraiment l'instrumentalisation de l'immigration, comme l'avait fait Mitterrand en 1984 avec SOS Racisme, mais en pire. Mais vous avez aussi tout un tas de gens, tout à fait normaux, qui voudraient trouver un candidat qui ne verse pas dans cette dramatique erreur, et qui reste ancré dans les valeurs simples qui ont toujours été celles de la gauche. La République,
ses lois, son histoire, l'universalisme, l'égalité entre les personnes qui doivent être traitées comme des personnes et non comme les représentants d'une espèce D'une religion. de religion, de race, d'ethnie, d'origine, d'orientation. Non, d'orientation sexuelle, non. Chacun a son identité composite qu'il se fabrique au cours de sa vie, qu'il a le droit de revendiquer et dont il peut être fier s'il le souhaite, mais il doit être traité par les politiques dont c'est le devoir comme un citoyen. Vous dites, Aquilino Morel, la créolisation de la France, c'est la version woke du grand remplacement. Et vous dites, oui. La France insoumise a décidé de prendre clairement position Oui. et de choisir une cible, l'électorat musulman. Vous l'écrivez. Oui, mais je viens de vous le dire. On voit bien que Jean-Luc Mélenchon, chacun maintenant commence à connaître Jean-Luc Mélenchon chez les Français. Bon, je le connais un peu mieux, parce que je l'ai connu, fréquenté quand il était ministre de Lionel Jospin, et après. C'est un homme supérieurement intelligent, qui a une culture politique de haut niveau, que n'ont plus la plupart des responsables politiques de gauche ou de droite, bon, et qui sait très bien ce qu'il cherche et ce qu'il veut. Bon. Il a une stratégie. Pour moi, cette stratégie est délétère et elle est suicidaire, puisque sa stratégie, c'est je rassemble autour de moi un socle électoral constitué principalement de jeunes, souvent avec des problèmes sociaux marginalisés, ou des jeunes issus de l'immigration immédiatement ou par leurs parents, qui votent de fait massivement pour lui ou pour sa formation politique, 60-70% des cas, ou davantage selon les lieux. C'est ce qu'il appelle la Nouvelle France. Hein. Oui, parce qu'il appelle la Nouvelle France, parce qu'il appelle à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rejoignent ce groupe-là. Et on comprend très bien que dans sa perspective politique, dans sa stratégie politique, et bien entendu, l'immigration n'est pas un problème, c'est une solution. Parce que plus il y aura de personnes qui sont présentes sur le territoire national, soit de manière régulière ou même de manière irrégulière, mais qui seront régularisées à un moment donné, et plus, pense-t-il, il y aura des électeurs en nombre de plus en plus grand, et un jour peut-être suffisant pour arriver au second tour, qu'il a raté, vous le savez, 2 fois de peu. Et par ailleurs, la seconde erreur qu'il commet, moi, me paraît absolument terrible, mais enfin, il pense exactement le contraire, c'est qu'il est convaincu que s'il parvenait au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen ou à Jordan Bardella ou à qui que ce soit, d'autres, il remporterait l'élection. Alors qu'il est à peu près certain, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour le comprendre, que compte tenu du rejet qu'il suscite chez la plupart des Français, s'il arrivait au second tour de l'élection présidentielle, il serait très probablement battu. Et largement battu. Largement. Une dernière question, peut-être, Rachel. Il nous reste peu de temps avec Aquilino Morel et ce livre. Oui, alors, bon, je suis impatiente de le lire, mais comment vous voyez les perspectives, là, à l'horizon, cette année un peu charnière avant 2027, et par rapport aux États-Unis aussi? Alors, pour ce qui est de la France, je pense qu'il est temps, s'il est temps, quand nous sommes à 15 mois de l'élection présidentielle. Alors, c'est très peu de temps, 15 mois dans la vie politique, mais cela peut suffire que, comme l'on dit, que des choses s'organisent. C'est-à-dire que des gens, à un moment donné, prennent leurs responsabilités. Parce que si on continue dans cette espèce de magma où chacun estime qu'il peut être candidat parce qu'il a vu tel sondage ou parce qu'il croit à sa bonne étoile ou parce qu'il est convaincu de ceci ou cela, on va organiser la confrontation finale entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et donc ensuite, eh bien, il ne faudra pas venir couiner si le résultat est celui qu'on vient d'évoquer. Donc je dis là maintenant, il y a des choses à comprendre des États-Unis, c'est le ressort profond de la poussée du Trumpisme et de Donald Trump, comme il faut comprendre ce qui se passe, ce qui se joue dans notre pays. Il est peut-être encore temps d'y mettre le haut là, si on le souhaite, pour ceux qui le veulent, et pour ça, il faut comprendre. Et comprendre, ça veut dire aussi lire votre livre, La France. Merci beaucoup. Au Mémoire de l'Amérique, aux éditions Grasset, quand les progressistes font triompher le populisme. Merci beaucoup, Aquilino Morel. Merci.